Mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, j'ouvre la séance du conseil communautaire en demandant à Marine Michel de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Arnaud Murgia. Présent. Catherine Baldener. Éric Pétieux. Présent. Claire Barnéou. Richard Nussbaum. Présent. Émilie Desmoulins est excusée et a donné son pouvoir à Catherine Baldener. Christian Julien est excusé et a donné son pouvoir à Claire Barnéou. Annie Astier, conversée. Jean-Marc Chiapponi. Présent. Elisa Faure. André Martin. Michel Skripnikov est excusé et a donné son pouvoir à Elisa Faure. Patrick Michel. Maryse François Xosa. Thomas Schwartz. Gabriel Léon est excusé et a donné son pouvoir à Francine Dardenne. Jean-Franck Vioujas. Jean-Pierre Pic. Jean-Marie Rey. Muriel Payan. Guy Hermite. Claudine Chrétien. Pierre Leroy. Vincent Faubert. Corinne Chanfray. Nicolas Galliano. Catherine Blanchard. Marine Michel présente. Émeric Salle. Gilles Perly. Thierry Aymar. Olivier Fons. Sébastien Fine. Jean-Pierre Masson est excusé et a donné son pouvoir à Sébastien Fine et Patricia Arnaud. Merci Madame Michel, le quorum étant largement atteint, j'ouvre la séance du Conseil. Mesdames et messieurs les élus, quelques mots d'actualité si vous me le permettez. D'une part, pour Monsieur le Vice-président chargé des ressources humaines, me satisfaire et me féliciter de l'arrivée hier de la directrice du nouveau centre social intercommunal à qui nous souhaitons collectivement une pleine réussite dans ses missions. Je me satisfais que tout soit désormais ou presque en ordre de marche et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le territoire. Tout s'est très bien passé sur les questions de vacances scolaires et donc de centre de loisirs en ce tout début d'année, alors même qu'on n'a eu que quelques jours pour le préparer. Et nonobstant maintenant quelques recrutements qui restent encore soit à compléter, soit qui sont complétés, mais en attente de l'arrivée des personnes, on aura, chère Elisa Faure, une équipe complète dans les toutes prochaines semaines et la capacité à travailler. Je voudrais aussi informer l'ensemble du conseil communautaire que nous avons eu en commission une séance de travail dans lequel l'ensemble des maires se sont dit partants pour travailler sur la définition des modalités justement de la question du centre de loisirs. On l'avait évoqué depuis longtemps dans ce conseil communautaire et on a tâché de poser un certain nombre de bases pour essayer de faire en sorte que ce nouveau centre social intercommunal, qui aura des compétences nombreuses et qui va nous amener à quelques rapprochements qui, je pense, sont bénéfiques. J'étais encore hier avec les équipes de la mission locale qui souhaitent élargir leur activité sur le Briançonnais, notamment pour promouvoir et améliorer les prestations qu'on peut apporter à la jeunesse et aux jeunes de manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons de belles choses et de beaux chantiers à mener devant nous et je m'en satisfais et je m'en félicite surtout. Vous dire aussi, vous le savez, ce dossier me tient particulièrement à cœur, que les travaux du quartier Berwick, de notre future cité administrative, avancent et avancent à bon train, même si le désaménagement a pris plus de temps que prévu pour des raisons techniques qui étaient peu soupçonnables, puisque en réalité on s'est aperçu qu'au fil des années les militaires avaient empilé des couches d'amiante sur des couches d'amiante, donc les travaux de désaménagement prennent un tout petit peu de temps supplémentaire, mais le curage démolition pourra se dérouler comme prévu au printemps et nous pourrons dans la foulée, sous réserve de l'attribution des marchés, et je remercie les membres de la commission d'appel d'offres qui veulent bien m'épauler sur ce dossier qui est compliqué puisqu'on a un nombre de lots extrêmement important, mais nous ferons tout pour que les travaux de grosses œuvres, qui seront les plus impressionnants puisque on va procéder à l'extension du bâtiment, à la construction de la galerie sur le côté, puissent démarrer dès le tout début de l'été
pour que, au moment de la neige l'année prochaine, ce chantier est beaucoup et largement avancé. J'ai naturellement aussi, au moment où le printemps commence à pointer le bout de son nez, une pensée pour le CIS de la Grave, dont les travaux vont pouvoir reprendre, et cette année, enfin, cher Jean-Pierre Pic, se terminer. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour un conseil assez court par le nombre de délibérations, mais assez stratégique sur certains aspects. Des délibérations extrêmement importantes sur le transport et sur la mobilité, puisqu'il s'agit de valider le transfert des lignes régionales. J'y reviendrai immédiatement, mais je voudrais tout de même vous dire que c'est un geste sacrément important et dont les négociations se sont, je crois pouvoir le dire, mais j'y reviendrai, extrêmement bien déroulées. Donc on est en mesure aujourd'hui de pouvoir dire qu'à la rentrée prochaine, nous serons bien opérateurs de la totalité du transport sur l'ensemble du périmètre intercommunal. La Via Clarée qui avance, on avait pris la décision d'y aller avec les communes de Névache, de Val-des-Prés et de Montgenèvre, dont je salue les maires respectifs. Et nous avons, je crois, et je remercie l'ensemble des équipes municipales et des équipes de la CCB concernées, puisque nous sommes déjà en mesure, en moins de 3 mois, de voter une convention de maîtrise d'ouvrage. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, parce que ce sujet va enfin pouvoir avancer. On y reviendra à nouveau. 2 aspects, la réparation de l'existant, puisque vous le savez, nous avons eu des dégâts que chacun connaît, mais surtout la définition maintenant d'un projet de travaux qui devra l'être avant la fin du mandat pour relier, je le dis très clairement, Briançon et le parc de la Chappe à Névache. C'est le projet, et on fera un crochet si le maire nous y autorise par Montgenèvre. Mais on le fera avec un immense plaisir. En tout cas, vous le savez, la mobilité douce est un enjeu majeur. Donc nous allons parler Via Clarée aujourd'hui. Chère Catherine Valdener, nous allons aussi attribuer la DSP du théâtre. C'était attendu, mais ça s'est bien passé et on s'en félicite. On est très satisfait de la manière dont ça se déroule au théâtre du Briançonnais. Et puis, dernier point, je me permets juste d'en dire un mot. Vous savez que ça me tient à cœur, mais nous allons attribuer une nouvelle vague à nouveau 2023, cette fois-ci, de fonds de soutien et de solidarité territoriale. Je voudrais vous dire tout de même que ce sont 2 millions d'euros qui ont déjà été investis sur vos communes. 2 millions d'euros. Plus ont été attribués, mais 2 millions d'euros, très clairement aujourd'hui, qui sont dans chacun de vos projets. Je veux dire qu'en temps d'inflation, au moment où toutes les ouvertures de plis sur chacune de nos communes se voient confrontées à des problématiques de dépassement de prix eu égard à la crise que nous connaissons, je pense que le soutien de la communauté de communes, pour nous tous, est le bienvenu, et tout cela est dû à des choix financiers que nous avons faits collectivement, puisque nous avons choisi de dégager des marges de manœuvre et de faire de la communauté de communes un outil au service des communes. Voilà, communauté de communes, il y a commune dedans, mais je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment concret. Et je voudrais m'en féliciter, parce que quand je vois les travaux de la maison médicale de la Salle des Alpes qui sont sur le point de se finaliser, quand je vois un certain nombre de chantiers dans chacune de vos communes, je me dis que ce travail-là, il est bon pour tous nos concitoyens. Et je crois que c'est bien l'idée que nous partageons de notre intercommunalité, qui est ni plus ni moins que d'être la plus concrète possible pour l'avenir de notre bassin de vie, que nous aimons tous énormément. Et je crois que ce sont sur ces mots positifs que je vais me permettre d'ouvrir le conseil communautaire et de vous demander s'il y a des prises de parole liminaires, mesdames et messieurs. S'il n'y en a pas, je me permets d'ouvrir l'ordre du jour et de vous demander si vous acceptez d'approuver le procès-verbal du conseil du 31 janvier de l'année dernière. Je vais le mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Y a-t-il des questions sur le compte-rendu des décisions du président du bureau sur les arrêtés, mesdames et messieurs? S'il n'y en a pas, je vais mettre le compte-rendu des décisions du président aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions du bureau aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et enfin, le compte-rendu des arrêtés. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. L'ordre du jour appelle à examiner le transfert des lignes régionales de transport. C'est une délibération importante et attendue. Je le dis importante parce qu'elle était à la fois cruciale, mais pour être tout à fait franc avec vous, elle n'était pas sans risque pour notre communauté de communes. Je le dis très modestement, pour avoir vécu
dans mes fonctions de conseiller départemental, le transfert qui a fait suite à la loi NOTRe entre la région et le département, entre le département et la région, pardon, sur ces mêmes questions. Et c'est l'un des points majeurs d'ailleurs du transfert tel que nous vous le présentons, puisque vous voulez bien noter que, en l'occurrence, la totalité des services sont transférés. Je le dis puisque à l'époque, et je ne fais de procès à personne, puisque déjà ça date de 2015, et puis c'est un sujet qui avait naturellement des raisons, mais à l'époque, les navettes de la Clarée, chère Claudine, et en l'occurrence la ligne Briançon-les-Vaches, elles n'avaient pas été transférées. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'autorité régionale à l'époque avait refusé de les prendre, ce qui avait amené à des modes de financement compensatoires que nous connaissons désormais. Je voudrais déjà insister sur ce premier point. La délibération qui vous est proposée de voter concerne la totalité des services, c'est-à-dire que rien n'est mis de côté dans le financement compensatoire que va nous apporter la région. Deuxième point, peut-être aurais dû le préciser immédiatement, ce sont 1,3 million d'euros de dotation annuelle qui seront donnés par la région à la communauté de communes. Et je voudrais insister sur un point, si Pierre Leroy m'y autorise. En plus, je m'aperçois que je lui ai volé sa délibération, mais forcé qu'elle me tient beaucoup à cœur. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que le prix de référence sur lequel ce transfert est fondé est un prix à septembre 2023. Et vous demandez de bien avoir en tête à quel point ce type de décision est rare de la part d'une collectivité, c'est-à-dire qu'on prend une date qui nous est ultérieure pour calculer le montant du prix de transfert. Et je crois que ça c'est extrêmement important parce que, eu égard à l'inflation que nous connaissons, il va de soi que si on s'était basé sur les prix de l'année dernière ou de l'année d'avant, ça aurait été naturellement des deltas extrêmement importants. Deuxième point de négociation sur lequel nous avons réussi à trouver un accord qui me semble être important, vous l'avez probablement lu dans la délibération, c'est la base de négociation. Au-delà des prix, ce sont les calculs d'exercice. Les négociations ont été réalisées sur les exercices 2018-2019 et sur les exercices 2021-2022, ce qui veut dire un exercice avant le Covid, un exercice après le Covid, ce qui limite très largement l'impact financier de la baisse de services qui est principalement liée à l'année du Covid et à son impact. À nouveau, ça permet d'avoir une évaluation du coût transféré qui est la plus juste. Deux points qui sont mineurs mais qui sont importants. La DGD, c'est-à-dire la dotation générale de décentralisation, elle est intégrée au transfert, elle donc ne pourra pas être remise en cause dans le futur. Et dernier point, c'était pas forcément évident, la question de la billettique est aussi inscrite au transfert, c'est-à-dire que les coûts de la billettique qui étaient ceux de la région nous sont aussi transférés. C'est un sujet essentiel sur lequel nous souhaitons avancer. Je voudrais enfin dire deux mots sur les questions d'investissement, qui me semblent être tout aussi cruciales, parce qu'il ne fallait pas avoir une négociation qui soit bénéfique sur les aspects de fonctionnement et de transfert annuel, parce que là, pour le coup, c'était l'enjeu majeur, puisque ce sera le cas pour toutes les années à venir, mais pour le coup, être défavorisé sur les aspects d'investissement, d'autant plus que nous savons qu'il y a de gros sujets en cours, et je me tourne bien entendu vers monsieur le maire de Monetier. Première chose, l'entretien des points d'arrêt est lui aussi transféré. C'est pas négligeable eu égard au travail et à la charge qu'aura la communauté de communes. Et sur les aspects purement d'investissement, d'une part, nous avons obtenu que la région termine les travaux qui sont déjà programmés ou qui sont en cours. J'entends la mise en accessibilité, la rénovation de l'arrêt du Fraissinet, c'est 260 000 € de travaux qui ne sont donc pas à notre charge. Et la création de l'arrêt qui avait disparu aux Alberts. Donc j'ai découvert qu'il y avait une sorte de trou noir aux Alberts, mais un arrêt avait disparu dans un sens. Il sera donc, c'est dans le sens plan d'eau direction Ferrier, qui sera donc recréé. C'est la région qui le fera. Dernier engagement qui à ce stade ne peut pas être contractualisé, mais qui est un engagement très clair et réel, c'est que la région accompagnera, cher Jean-Marie Rey, la communauté de communes sur les deux sujets qui ont fait polémique, et à raison. C'est la nécessité de remettre en service les arrêts du pont de l'Alpe et des Guibertes,
qui sont les deux gros sujets. Nous les avons chiffrés, c'est 500 000 € de travaux. Je voudrais juste le dire parce que quand certaines associations ou certains mouvements déclenchent des polémiques, elles ont tout à fait raison de le faire, mais il faut fonder les choses. C'est parce que les questions de mise aux normes en accessibilité sur une route départementale en très haute montagne sont des sujets qui ne sont pas simples. Je voudrais juste le dire, qui sont à la fois pas simples et très onéreux. 2 arrêts de bus, 500 000 €. Je voudrais juste que chacun l'ait en tête, parce que c'est des sujets sur lesquels il faut que nous assumions nos responsabilités, mais sur lesquels il faut qu'en l'occurrence, nous allions au bout des choses. Et donc nous avons aujourd'hui l'engagement que nous serons subventionnés sur ces 2 chantiers que nous ouvrirons. Donc, oui, tout à fait, bien sûr. Quand je dis Pont de l'Alpe, j'englobe la route du col. De toute façon, c'est notre responsabilité maintenant, pleine et entière. La phase de négociation, alors je ne te dis pas, cher Jean-Marie, que nous lancerons tout immédiatement, dans la seconde et tous en même temps, mais en tout cas, nous allons travailler à tout cela. Nous allons bien entendu phaser tout cela et y travailler avec toi. Mais en tout cas, nous avons l'engagement maintenant dans ce transfert que la région nous accompagnera. Je crois que c'était un sujet important que de savoir que nous ne serons pas seuls pour affronter ces sujets financiers. Voilà, mesdames et messieurs, je vais rattraper mon erreur initiale et passer la parole à Pierre Leroy. Mais si, je vais le faire bien volontiers. Ça va me permettre de te passer la parole pour la suite, d'autant plus. Mais je voudrais vous dire que je crois pouvoir dire que la bonne entente que nous entretenons avec la région, la crédibilité que notre territoire a retrouvée sous bien des aspects auprès de la région, nous a permis de mener une négociation qui est à l'avantage de personne, mais qui est tout simplement juste, honnête, et qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, tout cela dans un contexte qui, lui, ne l'est pas. Puisqu'il n'a échappé à personne que nous vivons dans un contexte où le prix de l'énergie flambe et où, naturellement, le service de transport public que nous aurons à assumer sera inévitablement confronté aux difficultés que connaissent tous les Français et toutes les entreprises. Nous pouvons en tout cas y aller avec la certitude que nos partenaires se serrent les coudes à nos côtés. Et je crois pouvoir dire que ça n'est pas arrivé tout le temps dans le territoire du Briançonnais. Donc je vous demanderai en tout cas de regarder avec objectivité cette délibération et avec sérénité l'avenir concernant cette décision que nous avons été l'une des premières intercommunalités françaises à prendre. Cher Pierre, je suis désolé, j'ai dit beaucoup de choses, mais je suis très heureux d'avoir partagé tout ce chantier avec toi et je te passe donc bien volontiers la parole. En même temps, c'était normal que tu présentes cette délibération, parce qu'après le travail des services qui a été important, parce que ça a duré pendant un certain nombre de mois, après le travail des services, c'est toi qui as fait la négociation avec la région, c'est pas moi. Donc en l'occurrence, c'est normal que tu puisses présenter cette délibération. Et je pense qu'en effet, c'est important d'insister sur le fait que ça n'a pas été simple, ça a été long. C'est des négociations, on sait, on les redoutait aussi, hein, parce que c'est un travail complexe. Les services y ont mis beaucoup d'énergie aussi, et le résultat, il correspond à nos attentes. Donc vous avez les 2 conventions qui vous sont proposées, hein, entre la région et la communauté de communes. L'essentiel a été dit, hein, la première, c'est vraiment le cadre avec les principes de partenariat, les modalités techniques. Évidemment, l'interopérabilité des systèmes de billettique, c'est des sujets qu'on avait un peu abordés en commission, hein, d'ailleurs. La mutualisation des points d'information de vente, les points d'arrêt, l'affrètement et la prise en charge des élèves, et puis certains services de quelques particularités sur les lignes express. L'échange et la protection des données, évidemment, parce que vous le savez, on y est tous soumis. La gestion des réclamations, des dispositifs transitoires jusqu'à la rentrée scolaire. Et ensuite, le fait que la région est très sensible aussi au plan climat et donc souhaite nous accompagner dans ce travail pour continuer à évoluer correctement. Et puis quelques modifications de clauses de convention et en cas de résiliation et de litige. La deuxième convention fait état plus particulièrement des finances, hein, dont Monsieur le Président vous a fait part tout à l'heure. Donc on liste les services de transport transférés, les calculs de charges, les montants de dotation financière. Donc vous avez tout le détail sur la ligne régulière, 1 128 000 €. Il y a Montgenèvre aussi, 401 000 €. Sur les lignes scolaires, 422 000 €. Les services transférés proratisés, donc il y a l'Argentière-Briançon, les Garcins, c'est 21 175 €. Donc vous avez voilà, tous les chiffres, les marchés transférés, les conventions de partenariat, conventions de délégation, les points d'arrêt, tout à l'heure on l'a abordé.
Les ressources humaines, évidemment, hein, qui sont transférées dans cette affaire, la charge de billettique, les dotations de compensation, donc le récapitulatif, vous l'avez, ça fait donc en charge 2 086 933 euros et en recette 719 784 euros, ce qui correspond à ce que disait tout à l'heure le président, 1 367 149 euros de compensation annuelle définitivement établie. Donc c'est l'élément le plus important de cette délibération. Et puis ensuite, les modalités de versement, etc. Après, c'est des détails plus administratifs. Donc vous avez ces conventions et c'est ce qu'il vous est proposé de voter. Merci, cher Pierre. Y a-t-il des questions ou des prises de parole sur cette délibération de transfert? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Je vais la mettre aux voix et vous demander d'approuver le transfert des lignes régionales à la communauté de communes, ce qui est un geste symbolique et politiquement extrêmement fort. Je vais donc vous demander s'il y a des oppositions, des abstentions, et je vais même vous demander s'il y a des voix pour. Merci. Le Conseil communautaire a adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et je crois qu'on peut en être heureux et fier eu égard à ce que tout cela signifie pour le transport de nos enfants et de toutes et tous dans nos communes. Je vous dirais juste que dès la fin du printemps, c'est-à-dire à compter du mois de mai, nous aurons sur la première partie du réseau les nouveaux véhicules et la mise en œuvre de la nouvelle ligne, c'est-à-dire l'extension de la ligne 2 qui partira de Saint-Chaffré, Madame le maire. Et je crois que c'était un sujet qui était largement attendu. J'espère que vous m'entendez bien, mais je crois qu'il va définitivement falloir changer de mairie. Voilà, puisque a priori, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et de communauté de communes. Bon, il n'y a plus rien qui marche, c'est pas grave, je prendrai celui d'Emeric-Salle tout à l'heure s'il veut bien. Et puis on va tâcher de finir les travaux un peu plus rapidement. Et dernier point, bien entendu, ce sera la troisième vague à compter de la rentrée de l'année prochaine. Allez, je change de micro définitivement puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans cette salle. Merci beaucoup, est-ce que c'est mieux ? Bon, parfait. Alors juste essayez d'être sage parce que j'ai plus le bouton pour vous couper la parole. Donc je rigole naturellement. Plus sérieusement, donc maintenant tout ça va devenir extrêmement... Madame Dardenne n'a pas à se sentir visée naturellement. Voilà. Bon, bref, allez, j'en ai que trop dit et je passe immédiatement la parole à Pierre Leroy pour le versement mobilité. Versement mobilité, vous savez que ça correspond à la participation au service de mobilité des employeurs publics, privés, qui emploient au moins 11 salariés. Ne sont pas concernés les salariés en CDD, les apprentis et les contrats d'accompagnement sans emploi. Donc ça concernait aujourd'hui la ville de Briançon, la commune de Villars-Saint-Pancrace et la commune de Puy-Saint-André. Et comme là, en étant sur l'ensemble de la communauté de communes, aujourd'hui, là, à partir de maintenant, sont concernés l'ensemble des communes de la communauté de communes. Et donc là, aujourd'hui, l'enjeu, vous le connaissez, mais je le redis quand même, hein, c'est quand même 3 700 000 euros pour unifier le réseau de transport en commun et déployer les nouveaux services. Il y a entre autres la desserte de Saint-Chaffré, etc. Tout ça, vous connaissez, dans le respect du plan climat. 150 000 euros par an pour déployer des services de mobilité partagés, covoiturage et autostop organisé. Je vous rappelle que le covoiturage organisé, qui a été organisé par le conseil départemental, commence au mois de mai. Donc ça va bouger déjà à partir du mois de mai. 50 000 euros par an pour déployer des opérations en faveur des mobilités actives, stationnement cyclable, savoir rouler, jalonnement. 150 000 euros par an pour la promotion et la mise en place des services connexes. Donc tout ça, c'est pas rien. Il faut savoir, et on l'a dit l'autre fois lors du comité des partenaires, 12% des dépenses sont assurées par les usagers, 12% par les entreprises, et 76% par la communauté de communes. C'est-à-dire que quand vous prenez un billet de bus, la réalité c'est ça. Donc c'est quand même pas rien.
Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est un effort de la collectivité qui est conséquent. Le calendrier de mise en œuvre, vous le connaissez. L'incidence financière, donc c'est là l'objet de la délibération. Il vous est proposé de fixer le taux du versement mobilité à 0,80% des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mise à la charge des employeurs. Donc à ce jour, la CCB perçoit environ 600 000 € de la part des entreprises sur le territoire de versement mobilité. L'évolution du taux devrait générer une recette supplémentaire annuelle minimale de 150 000 €. Donc là, en ce moment, c'est en discussion avec l'URSSAF pour bien déterminer quelles sont les entreprises et les structures qui sont concernées par cette opération. Donc la liste n'est pas encore totalement établie, c'est en discussion en ce moment. Mais c'est quand même pas anodin pour l'ensemble du budget de la collectivité. Merci, mon cher Pierre. Logique et normale à la fois de la large augmentation du niveau de service et surtout de la volonté collaborative de mettre le plus de personnes possible dans les transports en commun, surtout pour les plus gros employeurs. Je crois qu'on a un travail à faire ensemble. Il a été entamé. Il a été entamé avec les opérateurs de remontée. Il a été entamé avec les plus grosses entreprises du territoire pour essayer de trouver les meilleurs arrêts, les meilleures lignes de transport, la meilleure manière d'aménager les arrêts. On a des dispositifs maintenant légaux qui sont forts pour accompagner les salariés et faire en sorte de rendre le transport le moins onéreux possible, voire gratuit. Et je crois que là-dessus, on a tous un enjeu. On pense tous, bien entendu, à la saison d'hiver parce qu'on est en pleine saison et qu'on a tous des sujets d'embouteillage, de bouchons, de parking remplis. Mais il n'y a pas que la saison d'hiver, il y a aussi un sujet environnemental au quotidien et un sujet ni plus ni moins de confort. Maintenant qu'on a un système de transport qui est au niveau, je rappelle qu'on va desservir un certain nombre de zones qui ne l'étaient pas. Je pense naturellement à Puy-Saint-André et à Pont-la-Lame avec des extensions de lignes. On a naturellement un sujet commun avec l'ensemble des entreprises du territoire et je pense que c'est une bonne chose que d'aller en ce sens. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des prises de parole? Oui, monsieur Finn. Je suis étonné de la faiblesse du chiffre 150 000 € du versement transport. Ça va concerner toutes les communes de la vallée de la Guisane. Pardon, et ça marche pas non plus. Non, c'est pas ça, c'est que du coup, en fait, je m'aperçois que si j'appuie sur le micro, ça vous éteint le vôtre. Ah. Et ce n'est pas à destination de Madame Dardenne, ce coup-là. Alors j'ai un sérieux problème de vision. Non, je suis étonné du chiffrage parce que on a quand même Serre Chevalier bon, alors peut-être qu'il y a des emplois en CDD, etc., mais qui est quand même une grosse structure sur le territoire. On a aussi des grosses entreprises, ouais, on a la régie. Vous avez tout à fait raison d'être étonné. Vous avez tout à fait... Je ne sais pas comment je vais faire pour... c'est pas grave. Il y a deux points techniques. D'une part, la valeur qui vous est présentée, je vous le confirme, puisque j'ai la liste sous les yeux, c'est une valeur hors remontée mécanique. Et je vous rappelle juste que l'assiette du versement mobilité, elle est déclarative. Ce qui veut dire que, d'une part, il y a des informations qui peuvent passer entre les mailles du filet et qu'elle sera affinée au fil du temps. Donc on vous présentera naturellement le chiffre complet. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que hors remontée mécanique, ça concerne à 98% la seule ville de Briançon. Bon, d'une part, on a mis minimum 150 000. On sait d'origine déjà que ça sera supérieur à ça, mais il vaut mieux avoir des bonnes surprises que des mauvaises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste, elle n'est pas encore... On est en train de travailler dessus. Elle n'est pas complète aujourd'hui. Et il y a des discussions avec l'URSSAF pour être certain que ça corresponde. Voilà. Pardon. Pierre, oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on ait, une fois qu'elle sera exhaustive, la liste, qu'on ait connaissance, sera intéressant pour la connaissance du territoire, connaître toutes les entreprises de plus de 11 salariés et connaître le nombre de communes qui ont des entreprises de cette taille. Merci. Cher Eric. Oui, Monsieur le Président, puisqu'on parle de mobilité, moi je souhaiterais
mettre en avant la proposition suivante. Si nous pouvions engager une réflexion, une grosse réflexion sur notre territoire quant à la place de l'automobile. On le vit au quotidien en ce moment. Ceux qui ont emprunté la via Guisane, mais automobile, pour se rendre à ce conseil communautaire, ont pu juger des difficultés à la fois à traverser la vallée de Serre-Chevalier, mais aussi après dans Briançon. On a aussi d'autres sujets connexes, notamment la place de l'automobile dans nos hautes vallées l'été, etc., etc. Moi, j'aimerais qu'on puisse engager une grosse réflexion à ce sujet-là. Et je te rejoins tout à fait. C'est ce vers quoi nous nous engageons. Et très clairement, ce sujet, il est lancé. Il a été lancé dans un premier temps, je le dis assez concrètement, puisque nos services travaillent depuis déjà plusieurs mois avec les remontées mécaniques de Serre-Chevalier. Il y a un sondage qui a été réalisé auprès de la totalité des salariés pour savoir s'ils prenaient le bus, s'ils ne le prenaient pas, pourquoi, quelles étaient les problématiques de ligne. Et on a vraiment un gros travail à effectuer sur ce dossier. Je rappelle que c'est des décisions qui pourront intervenir qu'après que nous ayons récupéré les lignes régionales. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est déjà comment on fait pour inciter un certain nombre de salariés des remontées mécaniques, comme les moniteurs de ski, comme les saisonniers, comme toutes celles et ceux qui travaillent en station mais qui n'habitent pas sur la commune de leur lieu de travail, à aller dans le bus. Le deuxième sujet, c'est un sujet de covoiturage qui est très clair, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de lieux, notamment dans Briançon, qui servent déjà de covoiturage. Je pense au parking anciennement Rignon, en face du centre social intercommunal. Et on a vraiment là-dessus un gros travail à faire tous ensemble pour identifier les facilités que nous pouvons réaliser. Je voudrais souligner qu'à Montgenèvre, ça fonctionne extrêmement bien. Et qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas ailleurs, tout en précisant toutefois que la structure géographique de Montgenèvre, c'est pas la même que celle de Serre-Chevalier pour des raisons évidentes, et que donc le sujet de desservir plusieurs fronts de neige n'est pas le même que de desservir un seul site. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça veut dire que si ça fonctionne à Montgenèvre, mon cher Guy, c'est que ça doit pouvoir fonctionner ailleurs. Donc on va tâcher de le faire, voilà. On économise, on est à l'heure, on a des garanties clients qui sont celles que l'on connaît, et au résultat, on encombre moins la route pour y accéder. Et pour abonder à ce que tu viens de dire et ce qui vous a soumis, Monsieur le Président, on a non seulement un problème de circulation, mais on a un problème de stationnement. Parce que, je veux dire, pendant toute cette saison, on n'a pas pu circuler, que ce soit quel que soit le fond de vallée, quel que soit le fond de vallée, on a eu du mal à circuler, et nous, chez nous, on a vu, et on a comptabilisé trop tard, ceux qui étaient les clients qui faisaient demi-tour. Alors quand ils font demi-tour vers Saint-Chevalier, on est content, on applaudit. Et quand ils font demi-tour de l'autre côté, on les moins. Ce qui veut dire. Et ça, c'est une des constatations. La deuxième, je vous l'ai soumis, donc j'ai un peu moins de scrupules à en parler. Je souhaite qu'on ait une attention toute particulière sur la desserte Paris-Serre-Chevalier, par le train. Parce que tôt ou tard, on sera confronté à la mise en service de la future ligne rapide. Et il va sans dire que si on veut gagner un quart d'heure sur Paris et qu'on en perd 3 quarts d'heure pour faire un tour par l'Italie, avec un tunnel qui risque de se fermer, moi je ne saurais trop, ajouter à celle de notre ami, inciter la communauté de communes. Alors je la représente aujourd'hui à Tente. Bon, mais ça n'est pas une garantie tous azimuts, et pour cause. La vie a des dessins et des destins parfois particuliers. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on l'ait à l'esprit, parce que c'est une cause, non pas de survie, mais de développement économique, de dynamisme et en tout cas de représentation. Parce que c'est plus facile d'identifier notre montagne dès lors qu'on la découvre à proximité, dans un transport qu'on a l'habitude de fréquenter tous les jours sur place, et qui est de nature à faire les économies que vous savez, le respect des coûts et de la clientèle, puisqu'en réalité, le transport composé, il oblige la SNCF à rembourser les clients lorsqu'ils sont en retard, ce qui est tout de même une qualité particulière. Voilà, Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Président. Et j'en profite pour vous dire que je souscris à 100% à vos propos et que je suis moi-même très mobilisé, que j'y serai extrêmement attentif. À la fois sur l'actuel, on a réussi à remettre en service
un TGV connecté et des gares virtuelles. Je rappelle que ce service était totalement arrêté. Alors certes, c'est par Modane, c'est pas parfait, mais en tout cas, il vaut mieux parfois le moins que le rien. Maintenant, l'enjeu, c'est naturellement le TGV Lyon-Turin et les enjeux afférents. Et je crois qu'il faudra qu'on soit tous mobilisés. C'est naturellement un sujet qui doit occuper nos parlementaires en premier lieu, me semble-t-il. Mais en tout état de cause, il faut que nous pesions et nous pèserons. Il en va naturellement de la desserte de nos territoires au quotidien. Je vous remercie, Monsieur Fine. Simplement pour ajouter à ce que disait Guy Hermite, je crois que la vallée de Suse a mis en place récemment des trains en direction de l'aéroport de Turin cadencés toutes les demi-heures. C'est aussi un enjeu qu'il ne faudra pas louper pour le développement de notre territoire. D'autant plus que, bien souvent, il m'arrive d'être un peu acide s'agissant de la desserte à partir de Modane. Mais en réalité, pour confirmer, en tout cas confirmer ou rendre complémentaire ce que tu viens de dire, forcément, on peut récupérer pour nos clients des trains spéciaux qui viennent en Savoie de Savoie, sur lesquels on ne va pas regarder non seulement la qualité, mais le pouvoir d'achat. Et en tout cas, ce que les véhicules, je parle de ces clients, tant d'un côté d'Italie que du côté français, et pour lesquels il faut que nous soyons présents par votre intermédiaire. Souvent, je sais que vous allez à Paris, et il faut que la SNCF notamment s'intéresse à une partie de cette desserte qui nous permet alors d'entrer dans les standards de ce qui est la préservation de l'environnement, bien évidemment la réduction d'empreinte carbone, la facilité à venir par ce type de vecteur et les deals économiques que réalise le client lui-même au lieu de venir avec sa voiture, payer l'autoroute, se retrouver dans les encombrements et autre chose, joyeuseté du genre. Merci beaucoup, M. Pontman. Je me permettrai juste d'abonder en disant la SNCF ou d'autres. Oui, puisque maintenant le marché est ouvert. Parce que moi je trouve que le Frecciarossa, il fait plutôt bien son travail et que parfois quand je vois les désordres, les déboires de la SNCF, je me dis que parfois la mise en concurrence à des opérateurs européens n'est pas une mauvaise chose. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense que vous avez compris mon propos. Mesdames et messieurs, je vais mettre la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le versement mobilité est adopté. La parole est à nouveau à Pierre Leroy. Donc là, cette délibération concerne la passation d'un marché sur la billettique. Voilà, ça y est, ça marche. Sur la billettique, donc il nous appartient de valider cette prestation qui se déroule sur la totalité de la durée de la DSP. C'est l'acquisition de cette solution de billettique connectée avec tous les services associés. Au niveau financier, ça correspond à un coût de 155 870,40 € en termes d'équipement et en termes de fonctionnement, 47 540 € hors taxes, tranche ferme et optionnelle confondues. La billettique, c'est très important parce qu'il faut qu'on ait en permanence, en temps réel, ce qui se passe sur notre réseau. Toutes les évolutions de réseau, on a besoin de toutes ces données. Combien de personnes qui sont à tel endroit tout le temps, et ça, c'est des données qui aujourd'hui nous manquent cruellement pour pouvoir organiser notre réseau dans l'avenir. Donc c'est essentiel qu'on ait ces outils-là pour pouvoir transformer notre réseau progressivement dans les années qui vont venir et répondre encore plus aux besoins des concitoyens. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et la parole est à Marine Michel pour parler... On va y arriver. Pour parler via... non, mais c'est l'enfer. Pour parler via Claré. Pardon, la parole est au vice-président du MES. Oui, je voulais simplement intervenir pour une petite problématique qui est en marge de la mobilité, mais qui pour nous pèse énormément. C'est celle qui concerne le transport des scolaires pour les activités piscines culturelles sur Briançon, et qui à chaque déplacement se traduit par un effort des deux communes de 750 voire 1000 € par déplacement. Ça équivaut donc à peu près 15 € pour la période de la scolarité, et qui nous pénalise sur l'organisation de nos centres de loisirs, dans la mesure où on a des budgets qui sont très étriqués et qu'on est cette année obligé d'abandonner notre centre de loisirs par manque de moyens financiers. Donc je voudrais que dans le cadre de l'égalité de traitement des enfants et des communes, un effort particulier soit fait sur la mobilité pour ces transports qui nous sont imposés par l'éducation nationale, puisque la piscine n'est pas une volonté de la commune d'amener les enfants à la piscine, c'est une obligation scolaire.
Pour ce qui est de la culture, on est un territoire avec des diversités d'éloignement. La Grave Villard d'Arène, on sait très bien que pour venir au théâtre, pour venir à la médiathèque, c'est un effort très particulier. La mobilité n'est pas présente toutes les demi-heures, c'est une fois le matin, une fois le soir. Et si on veut donc pouvoir mobiliser des petits bus, 1 000 € systématiquement. Voilà, j'insiste effectivement parce qu'on en a déjà parlé, mais je crois que là il faut faire quelque chose et vite parce qu'on va s'essouffler nous sur le plan de nos finances. C'est une demande qui avait été portée par Madame le maire de Névache lors du précédent conseil communautaire. Je m'engage à ce que nous y travaillons. J'ai une idée assez précise de ce que nous pourrions faire, mais avant de vous la soumettre, je voudrais y travailler un tout petit peu plus parce que ça nécessite un travail un peu technique pour savoir si c'est en l'occurrence quelque chose que nous pouvons résoudre avec des lignes régulières ou pas. Et donc j'ai besoin vraiment d'approfondir. Donc j'ai donné instruction à notre directrice générale adjointe Magali Ronde-Pierre et à bien entendu Isabelle Bonhomme qu'on ne présente plus de commencer à recenser les pratiques déjà habituelles parce que c'est pas si simple et puis en plus ça change. Donc il faut qu'on soit, voilà, et il faut qu'on arrive à construire quelque chose. Voilà, mais j'ai une petite idée de modification tarifaire. Je rappelle que l'avantage d'une DSP, c'est qu'elle est vivante et qu'on va pouvoir l'avenanter et procéder à des modifications. Mais en tout état de cause, j'ai bien saisi le dossier et on va tâcher de trouver une solution qui soit pas impactante financièrement, si possible, ni pour les communes ni pour l'interco. En tout cas, le moins possible, c'est ce qui est souhaitable. Maintenant, voilà, il faut qu'on travaille un peu mieux parce que entre les élèves qui vont à la piscine de Briançon, ceux qui vont à la piscine de la salle des Alpes, ceux qui se déplacent en Haute-Revanche et ceux de Névache, enfin voilà, c'est pas très simple, donc il faut qu'on cible un petit peu tout ça, voire qu'on essaie de travailler intelligemment aussi avec les écoles pour essayer peut-être de les inciter à se fixer sur tel ou tel créneau. Enfin voilà, il y a vraiment un travail de concertation parce que sinon la simplicité c'est de dire très bien on paye tout, mais enfin on va mettre de l'argent alors qu'à mon avis on peut en économiser assez. Enfin, pas assez facilement, mais en tout cas, voilà. Mais ce travail est en cours d'instruction et d'analyse, mais j'ai bien en tête le sujet que je ne voyais pas forcément, parce que par la force des choses, c'est pas le même sur la ville de Briançon. Donc, je m'engage là-dessus vraiment à ce que nous travaillons sur ce dossier. Merci, je vais du coup passer cette fois-ci bien la parole à Marine Michel pour parler Via Claret. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc cette délibération a pour objet de vous présenter la convention de maîtrise d'ouvrage unique sur la Via Claret. On parle aussi là, bien évidemment, de mobilité, et notamment de mobilité douce, autant estivale que hivernale. Vous savez que ça me tient aussi beaucoup à cœur. Donc ce projet s'inscrit dans les orientations retenues dans le cadre du document d'orientation du grand site, qui avait été validé par le ministère de l'Environnement en 2006, concernant bien évidemment l'accessibilité de la vallée de la Claret, et ayant pour objectif de réduire la place de la voiture. Lors de la conférence des maires que l'on avait réunie le 9 juin 2022, les maires du Briançonnais ont souhaité déléguer à la communauté de communes la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux de la Via Claret. Donc quelque chose qui est attendu de longue date par la population, ainsi que par les communes. Il a été convenu donc que les acquisitions foncières restaient de la responsabilité des communes, tout comme l'exploitation et l'entretien de cette voie suite à la réception des travaux. Les communes se sont également entendues sur la constitution d'une équipe projet qui sera pilotée par le service développement économique et touristique de la Comcom, qui est dirigé par Pierre de Montmorillon. Ce service qui a été étoffé depuis quelques semaines d'un nouvel agent. Et les différentes parties prenantes du projet seront aussi bien évidemment dans cette équipe au regard de leur expertise respective. Et il a été décidé bien évidemment la rédaction d'une convention, et cette convention permet à la communauté de communes de coordonner et de mettre en œuvre les études et les travaux de la VIA sous mandat des communes, puis de refacturer à chaque commune de la part qui lui revient. Donc le résultat bien évidemment attendu est de disposer d'un itinéraire privilégiant l'utilisation ou l'adaptation des voies existantes. Il n'y aura pas de voies nouvelles à créer. Alors vous savez, je pense, qu'il y a des portions sur cette Via Claret qui nécessitent un peu plus de travaux
que d'autres. On fera peut-être après à plusieurs voix l'avancée des premières réflexions que l'on a eues sur le sujet avec les maires concernés. Donc la présente convention a pour objet d'organiser le transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage des communes vers la communauté de communes, formant donc une maîtrise d'ouvrage unique pour la réalisation de cette Via Clarée. Cette convention entre les communes de Névache, Val-des-Prés, Montgenèvre, Briançon et la communauté de communes permet de désigner la Comcom comme maître d'ouvrage unique, tant en études qu'en travaux, de définir les modalités de répartition financière entre les contributeurs, de définir les principes de modalités techniques et financières de gestion, d'entretien et d'exploitation des équipements créés et de leurs abords. L'objectif est de réaliser les travaux entre 2023 et 2025, donc bien évidemment avant la fin du mandat. Et sachez qu'en 2023, nous allons pouvoir commencer à faire des petits aménagements, et notamment de la signalétique, donc ça sera courant de cette année-là. La Comcom prend en charge les dépenses d'études et de travaux, et perçoit bien évidemment les subventions qui y sont liées. La Comcom refacture ensuite à la commune concernée le coût net de l'opération, soit les dépenses liées aux études et travaux réalisés sur son périmètre, déduction faite bien évidemment des subventions perçues. Et pour les dépenses qui seraient communes à l'ensemble de l'itinéraire, celles-ci seront proratisées au regard du montant des études et travaux réalisés sur la commune par rapport au montant des études et travaux du projet. Donc pour information, et on l'a tous vu, 200 000 € ont été inscrits sur le budget 2023 pour la réalisation des études pré-opérationnelles. Et donc en ce qui concerne l'avancée des réflexions sur ce projet, donc il y a une première étude qui a été menée par la commune de Névache. Claudine, si tu veux en dire quelques mots. Derrière, la commune va refaire aussi une étude avec notamment profitant des crédits qui restant sur l'opération Avélo 2, va refaire une étude, va faire l'étude topo en fait de cette opération. Et bien sûr, la Comcom reprendra la main pour des études techniques, donc l'engagement aussi d'un bureau d'études sur l'aspect géotechnique et bien évidemment hydraulique sur l'ensemble du linéaire. Et la Comcom mènera aussi l'étude foncière sur l'ensemble, encore une fois, du linéaire. Voilà. Donc si Claudine... Vous vous organisez comme vous voulez. Hein. On peut passer la parole à Claire Barnéou ou Éric Pétuel, les conseillers du canton aussi. Enfin, on peut tous faire la fête ce soir, il n'y a pas de problème. Non, bon... Donc l'ensemble des communes, on a retravaillé effectivement sur la liaison qui fait partie intégrante de cette Via Clarée, puisque aujourd'hui elle a été interrompue lors des événements de 2019. Donc pour nous évidemment c'est un sujet important mis sur la table. Outre l'aspect touristique évident pour l'ensemble des Briançonnais qui font du vélo et des personnes qui viennent nous voir et nous visiter, il y a aussi des aspects de sécurité aussi malgré tout qui sont présents et qui vont pouvoir être réglés par cette voie, dans la mesure où on aura forcément moins de personnes, moins de vélos sur nos routes. Ça mettra en sécurité ces vélos et ça permettra aussi, dans le cadre de rétablissement de cette liaison, ma foi, une certaine sécurité pour Névache aussi en cas de soucis de route fermée pour X raisons. Voilà. En tous les cas, c'est quelque chose qui est très bien, qui est bienvenu et qu'on apprécie tous. Je pense toutes les communes de la vallée de la Clarée sont heureux de cette voie qui va être mise en œuvre. Bon, alors Merci, Madame le maire. Oui, merci. Je vais prendre 2 minutes la parole pour dire que donc, la première phase est terminée avec une première projection d'itinéraire. Donc voilà, il y a une toute petite deuxième phase qui vient d'être signée, en tout cas par la commune de Névache pour compléter l'étude. Et puis, voilà, c'est bien parti et voilà. Merci. Merci Madame le maire. Je rappelle que maintenant,
au-delà de l'itinéraire tel qu'il a eu existé, il nous revient de définir et de mettre tout cela à jour pour avoir une via complète, parce que ce qui m'importe au premier lieu, c'est que à la fin de l'histoire, la via Claret soit reliée à la via Guisane, ce qui est quand même bien le sujet, d'autant plus que la ville de Briançon y a mis les moyens, puisqu'elle a maintenant à la fois l'itinéraire de mobilité douce, la via Jean Moulin, si j'ose dire, qui la relie à l'espace sud et à la commune de Villars-Saint-Pancrace, et qu'elle a en projet, vous le savez, une passerelle entre deux eaux qui reliera Jean Moulin à la via Guisane, ce qui nous permettra à terme d'avoir vraiment 2 dorsales de mobilité douce en site propre. Et vous avez insisté sur les éléments de sécurité. Je crois que pour tout un chacun et celles et ceux qui viennent travailler à vélo, ce sera en tout cas pour 8 à 9 mois de l'année un changement fondamental. Donc on va faire le nécessaire, même si pour avoir un peu d'expérience de la via Guisane, ce sont des sujets compliqués en termes d'autorisation administrative, en termes d'acquisition de parcelles. Donc on n'est pas au bout du chemin, on est au début, mais en tout cas on va y mettre les moyens, et j'ai bon espoir que la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes apporte sur ce dossier à la fois l'ingénierie et la capacité à aller chercher à la fois les subventions et la faisabilité que nous n'aurions pas chacun de notre côté. Donc on fonce, ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a des prises de parole autres sur ce dossier ? Non, je vais donc mettre la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? Je vous remercie. À l'unanimité, nous engageons la CCB sur la via Claret, tout simplement. Et la parole est désormais à Éric Pétieux pour 3 sujets de DSP. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis de la délibération que nous venons de passer, qui concerne bien sûr notre canton avec Claire Barnéou. Les 3 délibérations qui viennent ont le même objet, le même sujet, la maison de la géologie et du géoparc. Monsieur le Président, si vous permettez, je vais faire une présentation globale. Bien sûr. Et puis, c'est le micro qui m'a coupé. Et puis nous les voterons une après l'autre. Nous avons, en février 2022, décidé de faire évoluer le mode de gestion de la maison de la géologie et du géoparc, considérant que le mode de gestion le plus adapté était la mise en place d'une délégation de service public en affermage. Le bureau exécutif a souhaité par la suite qu'une DSP soit lancée pour les 2 espaces constituant la maison de la géologie et du géoparc, c'est-à-dire d'un côté l'hébergement et de l'autre côté l'espace muséographique. La consultation s'est donc déroulée du 7 septembre au 10 octobre 2022. Il n'y a eu qu'un seul candidat qui s'est proposé et qui a déposé une candidature recevable pour la DSP d'exploitation du centre d'hébergement de la maison de la géologie et du géoparc. C'est la société Archipel Accueil International. Cependant, en fondant sa candidature quasiment uniquement sur l'accueil de gendarmes mobiles présents sur le territoire dans le cadre de la crise migratoire, Archipel ne répond pas au cahier des charges de l'appel d'offres par le projet de convention à passer avec la communauté de communes du Briançonnais, qui précisait que l'objectif principal était d'accueillir des élèves et des stagiaires des classes et des stages de géologie organisés sur le territoire du Briançonnais. Donc, dans le cadre de cette délibération, il sera proposé au Conseil communautaire de considérer l'offre comme étant inappropriée. La deuxième délibération concerne l'espace muséographique. Donc, de même manière, pour l'exploitation de l'espace muséographique de la Maison de la Géologie du Géoparc,
un seul candidat a aussi déposé une candidature recevable pour la DSP. C'est le centre briançonnais de géologie alpine. Cette DSP avait pour but de permettre de rendre les entrées payantes à un tarif toutefois abordable, mais permettant ainsi de renforcer l'équilibre budgétaire du centre briançonnais de géologie alpine. L'offre fait apparaître des recettes de tarifs de l'ordre de 42 000 €, mais prévoit aussi dans son budget une subvention de 65 000 € que devrait lui allouer la communauté de communes du Briançonnais. Or, la communauté de communes a toujours édicté comme principe simple que les deux parties, hébergement et muséal, devaient s'équilibrer entre elles et ne pas faire appel à une subvention publique directe. Donc, de la même manière, il est proposé de déclarer l'offre inacceptable parce que le prix excède les crédits budgétaires alloués par la communauté de communes du Briançonnais, et de la même manière de recevoir dans les prochains jours, pour entamer une phase de discussion et de négociation, le candidat à l'exploitation de l'espace muséographique. La troisième délibération, en fait, elle concerne un avenant de prolongation à la convention de partenariat entre la communauté de communes du Briançonnais et le CBGA, puisque la convention va arriver à terme le 9 mars 2023 et que les appels à DSP, les déclarations ont été sans suite pour cause d'infructuosité, excusez-moi. Donc il est proposé d'établir pendant la phase de concertation un avenant de prolongation qui irait jusqu'au 9 mars 2024. Excusez-moi, 24 mars 2024. Voilà ce qui vous est proposé ce soir dans le cadre de la MGG. Merci, et je m'engage avec l'ensemble des élus concernés à recevoir dans les tout prochains jours les deux candidats et à trouver une issue à ces procédures administratives pour que chacun y trouve son compte, mais qu'on remette ça dans un cadre qui à la fois nous convienne et qui n'impacte pas ni les uns ni les autres, mais qui reste dans les grands principes qui nous ont toujours amenés depuis son ouverture à exploiter la MGG. On va y arriver, j'en ai aucun doute, même si c'est jamais simple et que ce sont des sujets compliqués, d'autant que j'entends bien que le Covid a bousculé tous les équilibres budgétaires des uns et des autres. En tout cas, je compte vous donner des nouvelles extrêmement rapidement de ce dossier pour ne pas le laisser en suspens et ne pas attendre un an pour le régler. Voilà, mesdames et messieurs, y a-t-il des prises de parole? Oui, madame Dardenne. Oui, merci. En fait, je voudrais savoir quelles sont les autres possibilités si ces négociations n'aboutissent pas avec les deux partenaires d'aujourd'hui pour gérer et l'accueil, et l'hébergement et le musée, puisque voilà, la communauté de communes s'est engagée dans un investissement quand même lourd par rapport à cette maison de la géologie. On a un bâtiment magnifique aujourd'hui à la porte de Briançon et du Briançonnais, de la communauté de communes. Et voilà, on peut s'interroger sur le devenir si ces négociations n'aboutissent pas. Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça pose quand même un problème important, puisqu'aujourd'hui, les deux délégués, les deux gestionnaires actuels ont fait des propositions qui semblaient pour eux la seule solution, parce que sinon ils auraient proposé d'autres choses. Et aujourd'hui, si on leur rétorque qu'ils ne sont pas retenus, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer d'autre? Donc, et qu'est-ce que nous, communauté de communes, on peut proposer d'autre? Parce que c'est quand même un outil hyper intéressant par rapport
à notre territoire pour développer peut-être, je ne sais pas, un musée, une autre forme de musée, ou plus large au niveau des possibilités de notre territoire. Voilà, je pose la question parce que je pense que c'est quand même inquiétant. Merci Madame Dardenne. Écoutez, avec des si, on mettrait pareil en bouteille. Vous savez, c'est une expression qui fonctionne pour Briançon. Et si on n'avait pas négocié le transfert des services de la région comme on l'a transféré, est-ce qu'on aurait eu le transport? Bah non. Et si, enfin non, voilà. Donc, mais c'est pas que je réponds pas, c'est que à ce stade, non, mais c'est pas une question. Non, mais je réponds très bien à la question. Je n'imagine pas le scénario dans lequel les négociations ne fonctionnent pas. On va bien trouver un accord, enfin, quand même. Voilà, maintenant, si vous... Ça veut dire que la communauté de communes est prête à avancer par rapport à ce dossier. Il n'y a pas que les délégataires, enfin, les gestionnaires actuels. Il faut que nous aussi, communauté de communes, on fasse peut-être un pas pour négocier. Enfin, oui, mais enfin, il me semble que pour l'instant, les négociations, on les réussit, en fait. Sauf erreur de ma part, Madame Dardenne. Voilà. Donc, moi, je suis désolé. Je considère que cet équipement, si vous voulez, la vérité, en tout cas la mienne sur ce dossier, c'est que quand vous avez construit cet équipement, vous auriez dû, à mon avis, à l'époque, lancer une DSP unique qui, à mon avis, ne nous mettrait pas dans cette situation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a deux exploitants différents, un sur un équipement qui coûte de l'argent et un sur l'autre partie de l'équipement qui en rapporte. Bon. Donc voilà, ça a été fait ainsi, c'est comme ça. Moi, je pense que le CBGA font du très bon travail. Raymond Siriot est un type qui porte la géologie depuis des années, et il faut qu'on l'encourage, mais aussi qu'on prépare l'avenir avec eux. La partie hébergement, à mon avis, je suis désolé, mais moi je ne peux pas attribuer un appel d'offres dans lequel la collectivité a investi 3 millions d'euros pour créer un équipement, pour faire de l'hébergement pour la géologie, et on répond à l'appel d'offres en me disant j'y mets des gendarmes mobiles. Je ne vais pas attribuer l'appel d'offres, Madame Dardenne. Donc, vous savez que là-dessus on est entièrement d'accord. Et sur... Oui, mais alors à mon avis, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que vous, en fait, vous voudriez pas les gendarmes mobiles à Briançon, mais ça, c'est une autre raison. Donc, pardonnez-moi, je vais finir de vous répondre. Je pense qu'il faut pas. Je peux pas vous couper la parole, c'est vraiment terrible aujourd'hui. Plus sérieusement, je pense qu'il y a aucun drame dans ce dossier. Il n'y a aucun drame dans ce dossier. Il est temps de se mettre autour de la table et de trouver avec les uns et avec les autres une solution qui convient. On a évoqué plusieurs éléments du dossier, le fait de rendre la tarification payante, etc. Voilà, on va discuter très simplement, on va trouver une solution. Il est hors de question qu'on se retrouve avec une maison de la géologie qui ne fonctionne pas. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est que Pierre Leroy a mis une proposition sur la table, et je l'en remercie, à travers le PETR, c'est de solliciter et de saisir Avenir Montagne sur à la fois l'avenir du tourisme scientifique au sens large, à l'échelle du bassin de vie et plus large, parce que je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus et qu'il faut l'exploiter. Et accessoirement, on va demander à Avenir Montagne s'ils ne veulent pas nous donner un peu d'argent aussi pour préparer l'avenir des équipements. Donc je crois qu'il faut être très optimiste, et je vous le redis, il y a aucune solution complexe. Enfin, je vous rappelle que des DSP comme des appels d'offres infructueux, on en fait à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Donc voilà, quand on fait un appel d'offres, c'est pas convenable, voilà, on rend infructueux, on relance et puis on discute. Enfin, franchement, je pense qu'il y a juste pas de drame là-dessus. Et moi, je veux absolument pas en créer moi-même. Donc je m'entends très bien avec les uns et les autres, à commencer par avec Raymond Siriot. Donc on va discuter, puis on va trouver la bonne solution pour qu'on respecte nos engagements, qu'on préserve les finances de la collectivité et qu'on trouve le moyen que ça fonctionne. Voilà. Et je ne relancerai pas le débat du passé consistant à savoir s'il fallait la construire là, pas là, si ça coûtait trop cher, pas cher. Parce qu'après, vous me le reprochez et vous me dites que je fais que dire du mal de mon prédécesseur, ce que je ne ferai pas aujourd'hui parce que je suis d'excellente humeur. Arnaud, s'il te plaît. Oui. Moi, je voudrais intervenir pour dire qu'une solution va être trouvée, ça ne me fait aucun doute. Ce que je voudrais soulever ce soir, c'est l'importance de ce tourisme scientifique pour notre territoire. C'est un tourisme scientifique qui est un tourisme d'intersaison en plus, qui fait travailler de nombreuses personnes, que ce soit des accompagnateurs, des hébergeurs, le personnel des centres de vacances, pendant des périodes qui ne sont pas des périodes de tourisme d'été ni de tourisme d'hiver. Donc je pense qu'il est importantissime de conserver cette activité sur le Briançonnais. Sans cela, cette activité, vous posez la question, Francine, de ce qui se passerait, cette activité serait dans tous les cas
transféré sur Bourdoisan et le centre de géologie de Loisan, parce que la nature a horreur du vide, et je pense que dans tous les cas de figure, ça n'en resterait pas là. Donc moi, je suis très optimiste sur la suite qui va être donnée à ce dossier, car pour le territoire, c'est un élément majeur de développement. Merci, je partage. Je vais donc mettre la délibération numéro... Ah pardon, monsieur Finn. Ma question s'adresse à Monsieur Pétieux. Vous avez parlé que la communauté de communes, pour bien être clair là-dessus, n'accédait pas à la demande de subvention n'a jamais accédé à la demande de subvention du CBGA les années passées. On est sensible sur ce sujet-là et que finalement il doit y avoir un équilibre entre l'hébergement et le musée. Moi je lis dans la note qu'en 2020-21, 80 000 euros de subventions ont été versés, 40 000 en fonctionnement et 40 000 en investissement. Est-ce que c'est une erreur sur la note ou est-ce que ces choses-là ont été vraiment versées ? Non, il faut peut-être... Oui, c'est bon. Oui, non, effectivement, il y a eu la prise en considération des années Covid. Les 40 000 euros en fonctionnement, c'est l'aide Covid, quand la MGG était fermée. Les investissements, c'est les espaces valéens, dans le cadre du programme que j'appellerai le programme des jolis dinosaures. Et si ça répond à votre question, je vais mettre la délibération numéro 5 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci, elle est adoptée. Je mets la délibération numéro 6 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci, elle est adoptée. Et la délibération numéro 7 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Jean-Franck Vieujas pour parler du SCOT. Et dans le titre, délégation au président pour l'attribution du marché de services intervenant dans le cadre de la révision du SCOT du Briançonnais. Vous savez tous qu'il nous faut réviser notre SCOT, c'est la loi climat et résilience, et cela avant le 22 août 2026. Pour cela, pour mener à bien la révision, il nous faut que la collectivité se fasse accompagner dès le début des études d'un prestataire spécialisé. Le coût relatif à la révision du SCOT a fait l'objet lors du vote du budget primitif de la création d'une autorisation de programme d'une AP de 250 000 euros. Or, notre président a la signature jusqu'à 215 000 euros. Je serai court et bref. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de donner délégation de pouvoir à Monsieur le Président ou son représentant pour prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés afférents à la révision du schéma de cohérence territoriale. Et je vous en remercie par avance. Je mets cette délibération aux voix s'il n'y a pas de questions. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Jean-Marc Chiapponi. Merci, Monsieur le Président. Nous avons voté en novembre 2022 le principe du recours à une SPL en vue du portage et de la conception, réalisation et l'exploitation de la plateforme d'éco-compostage qui sera située à la Roche de Rame. Cette nouvelle délibération vise à autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes permettant justement de lancer cette consultation du marché pour la conception-réalisation. En parallèle à cela, la création de la SPL. Ça sera la SPL qui sera signataire de ce marché. Et dans cette même délibération, les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres doivent être désignés. Nous proposons en tant que titulaire M. Pierre Leroy et en tant que suppléant moi-même. Merci, Monsieur Chiapponi. Je l'ai dit en commission, mais je voudrais juste à nouveau remercier Pierre et Jean-Marc du travail qui a été fait, parce que nos intérêts ont été bien défendus dans le cadre de la gouvernance de la plateforme. Il nous était proposé une représentativité
qui était à parts égales entre les quatre intercommunalités concernées. Et nous avons porté dans la négociation l'idée qu'on soit représenté eu égard au chiffre d'affaires qu'on allait apporter dans la plateforme. Et il se trouve que plus de 42% des bouts qui vont être apportés viennent du Briançonnais, donc on souhaitait être largement majoritaire en voix dans le conseil d'administration, et ce qui a été accepté, non pas pour embêter nos collègues que nous respectons, mais tout simplement puisque quand on a un poids économique, je crois qu'il faut le faire respecter, et je dois dire que je goûte peu que la communauté de communes ne le soit pas. Je voudrais vraiment vous remercier du travail qui a été fait. C'est jamais simple ce type de discussion, parce qu'il ne faut pas froisser les gens, il faut à la fois faire respecter les intérêts qui sont les nôtres, et je crois pouvoir dire que ce schéma est désormais bien monté et sur la bonne voie avec nos collègues jusqu'à l'Embruné. Je voudrais vraiment vous en remercier au nom du conseil communautaire. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Catherine Valdener, Madame la vice-présidente chargée de la culture. Oui, nous avons déjà largement évoqué la DSP du théâtre, puisque l'échéance était au 30 avril 2023. Nous en avons en particulier parlé le 12 avril 2022, puisque dans cette assemblée, nous avons voté pour la mise en place d'une procédure de consultation pour une nouvelle DSP. À cette procédure, nous avons une seule réponse, l'ADAC. L'ADAC est l'Association du développement artistique et culturel de Briançon. L'analyse était recevable et donc nous avons ouvert les négociations sur la qualité du contenu culturel, sur la tarification à l'usager, sur la participation financière pour le délégataire et puis sur les modalités d'organisation du service. Alors j'ai peut-être évoqué un petit peu l'ADAC, puisque l'ADAC était l'association qui gérait le théâtre jusqu'à maintenant. C'est quand même le 7e exercice. Donc c'est une scène conventionnée depuis 2014. La fréquentation est de 80% à l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu 12 000 spectateurs cette année, avec une proposition tarifaire qui est extrêmement accessible, puisque c'est 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Il y a une programmation artistique importante et je crois dont nous sommes vraiment satisfaits, puisqu'il y a 19 spectacles tout public et 8 spectacles enfants. Et en ce qui concerne les enfants, il y a tout un travail avec les scolaires, avec quand même 5000 élèves qui viennent au théâtre, 140 classes et 31 établissements. Sur notre territoire, je crois qu'il faut le relever. Bien sûr, c'est une programmation artistique de qualité, aussi bien en théâtre, en danse et en musique, qu'elle soit musiques actuelles, ou même cette année, il va y avoir une proposition de musique lyrique. Et il y a aussi une vraie interaction avec les artistes et les spectateurs, avec des résidences d'artistes, des coproductions, notamment avec la radio Tout de Bon. Je pense que certains ont entendu parler de cette opération avec Jacques Souvent, et puis des stages, des masterclass, et puis des spectacles excentrés, puisque le théâtre se déplace dans nos communes, et je crois que c'est important, surtout quand on évoque des problématiques de transport. Beaucoup d'actions innovantes à l'écoute du territoire et en partenariat avec toutes les structures culturelles, parce que ce que j'évoque, ça peut être un partenariat avec la médiathèque, avec le conservatoire, avec Bruit Blanc, et tout ça porté par une équipe qui est extrêmement dynamique. Donc, franchement, un bilan positif dans tous ces termes artistiques, mais bien évidemment, je vais aussi parler du bilan comptable, parce qu'on sait que la comptabilité, c'est quand même en général ce qui articule un certain nombre de choses. Donc c'est un budget de 820 000 € avec un prévisionnel de 970 000 € pour 2023. Nous avons discuté de la participation de la CCB qui vient après la participation de l'État à la hauteur de 122 000 €, de la région à la hauteur de 100 000 €, du département à la région à la hauteur de 102 000 €, des diverses communes pour 11 000 €. Donc la force de proposition de la CCB que nous allons voter ce soir, si vous en êtes d'accord, est de 440 000 €.
avec une négociation qui s'est portée pour l'utilisation à titre gracieux par le Conservatoire du Briançonnais sur les diverses prestations du printemps théâtral. Ça représente quand même 16 jours pour une somme de 11 000 €. Et puis avec une prise en compte de la CCB, des augmentations de fluides qui sont extrêmement conséquentes et des charges salariales. Donc on demande au Conseil de procéder à l'attribution pour 5 ans, du 1er mai 2023 au 30 avril 2028, pour procéder donc à l'attribution d'une DSP à la DAC, qui est une DSP de type affermage. Je ne sais pas s'il y a des questions, il n'y en avait pas vraiment eu en commission. Je crois que tout le monde avait souligné le travail. Monsieur Finn veut vous poser une question. Simplement l'évolution de la subvention d'exploitation. On est à 440 000 et jusqu'à présent on était à 420 000, c'est ça? D'accord, les 20 000 représentent donc ce que vous avez dit, le coût des fluides. Ce que je viens d'expliquer. Et en plus de ça, c'est générateur normalement d'une progression de subvention des autres partenaires que j'ai cités. Merci. La deuxième chose, ça concerne, je reviens sur les scolaires, moi. Donc 5 000, la moitié du public est scolaire. Important, c'est important pour le territoire. Ouais. C'est important pour le territoire. Est-ce que, alors vous savez que, là je reviens à ce que disait sur le cas des transports Monsieur Fons, moi je reviens sur le coût pour les communes et pour les écoles, qui sur leur budget donc payent 3 à 4 spectacles. Est-ce qu'il peut être étudié un coût peut-être modéré ou réduit pour les écoles, en sachant que ça sera porté forcément par la communauté de communes, puisque le différentiel participera à la non-équilibre du budget. C'est peut-être un coût de 5, 6, 7, 8 000 € en plus à la charge de la collectivité. Est-ce que cette chose-là est entendable vis-à-vis des communes du territoire dont les enfants scolarisés vont régulièrement, je veux dire quand les spectacles sont proposés au théâtre? Vous parlez de la participation au transport? Non. Participation au spectacle. J'ai pas vraiment de réponse à vous donner parce que je pense que la participation elle est quand même acceptable et que la collectivité participe déjà très largement dans ces 440 000 €. Donc je sais pas, il me semble que budgétairement ça s'est articulé jusqu'à aujourd'hui. Moi je suis d'accord avec ma vice-présidente. Alors après il faudrait donner des chiffres peut-être plus précis, savoir ce que ça représente par commune, mais globalement moi d'une façon générale je peux pas répondre là-dessus. Non, mais s'il y avait un tarif différencié entre Briançon et les autres, oui, mais c'est pas le cas. Donc tout le monde paye le même tarif. Par contre, c'est le transport, oui, ça reste toujours d'actualité. Après, je pense, mesdames et messieurs, que y a le sujet qui doit nous occuper, c'est plutôt le pass culture, hein, à mon avis, à l'avenir. Qui est la bonne réponse à toutes les préoccupations qu'on peut avoir en matière culturelle. Sujet, à mon avis, qui doit vraiment nous occuper. Allez, mesdames et messieurs, je vais vous proposer d'attribuer la délégation de service public au théâtre du Briançonnais et donc à l'ADAC. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et bravo à toute l'équipe de l'ADAC. Dernière délibération de notre ordre du jour, l'évolution du règlement intérieur de... Ah pardon, avant-dernière, si j'oubliais de vous faire délibérer sur les sous que vous vous donnez à vous-même, vous seriez désagréablement surpris. Bien entendu, l'avant-dernière, c'est bien entendu le Fonds de solidarité territoriale dont j'ai évoqué déjà quelques mots tout à l'heure. Je vais me permettre de donner le détail de cette programmation-là. 135 000 € et 57 € pour la salle Les Alpes dans le cadre de la construction des locaux de service au sein de la future remontée mécanique du Pontillat, gros chantier à la salle Les Alpes chez Emmerich. 31
395 € à Puy-Saint-André dans le cadre de l'aménagement de la place centrale du Clos du Vas. 49 555 € pour le confortement du mur de soutènement du lotissement La Bourrelle pour Puy-Saint-Pierre. Pour la commune de La Grave, 20 000 € pour l'aménagement du village de Terrasse, ce sont les travaux de voirie et d'éclairage public. Pour Saint-Chaffré, 12 € pour la rénovation du pont-levis, qui nous est cher, Madame le maire. Pour Servières, 20 271,72 € pour la restructuration de l'ancienne école en logements communaux. Mais je vais me permettre de faire une petite blague. Je vais peut-être enlever 2 000 € à cette subvention avant la fin de la séance, cher Jean-Franck. C'est une blague amicale avec toute l'affection que je porte au maire et il le sait. Et enfin, la dernière, 3 635 € pour Névache. Et c'est la restructuration du toit de la chapelle Saint-Sauveur, Madame le maire. Voilà pour cette première programmation, en vous redisant naturellement qu'il y en aura d'autres, puisqu'à ce stade, nous n'aurons donc consommé que 274 925 000 € sur la programmation 2023. On était à 1 471 000 en année 1, en 2021, et 1 222 000 en 2022. Donc, au les cœurs, il devrait y en avoir pour tout le monde. Et en tout cas, c'est une bonne chose, je le redis. On se dit tout ça avec le sourire, mais je pense que c'est une bonne chose que la Comcom investisse dans nos communes. Voilà, mesdames et messieurs. Y a-t-il des prises de parole ou des remarques sur cette délibération? Oui, monsieur le deuxième vice-président. Oui, non, effectivement, moi je voudrais juste saluer ce fonds de solidarité, puisque ça, les Alpes en profitent largement, mais je crois que ça nous permet aussi de pouvoir réaliser des projets qui sont structurants. Quand on évoque par exemple la télécabine du Pontia, alors là c'est pour la partie commerce qui sera portée par la commune. Et même s'il y a le large soutien aussi du département et de la région, je voudrais vraiment souligner quand même le soutien de la communauté de communes à tous ces projets. Quand on parle de maisons de santé, qu'on parle de projets de cette ampleur, c'est aussi des projets qui sont structurants pour l'ensemble du territoire du Briançonnais. Merci beaucoup. Oui, Madame Dardenne, pardon. Oui, c'est à Monsieur Salle justement que je voulais poser une question, parce que je n'ai pas compris en fait quel était le projet de ces services, des locaux de service au sein de la télécabine. Et je voulais savoir comment était calculé ce montant, parce que 2,7 millions de travaux, c'est pour des locaux de service, ça me semble énorme. Mais bon, voilà, je voudrais en savoir plus. Alors, effectivement, je vais en profiter pour rebondir aussi. Donc, le projet, il est global, puisque c'est le remplacement de la télécabine du Pontia. Donc, on a fait nos adieux à l'ancienne télécabine ce dimanche. Donc, les travaux de démolition ont commencé lundi. Mais la subvention, elle concerne la partie dans la gare de départ, qui est portée par la commune, uniquement avec des locaux, un ski shop, une consigne, tous les locaux qui vont accueillir les caisses et un restaurant également à l'étage. Et c'est cette partie-là qui est subventionnée, donc qui est portée par la commune. Mais ce n'est qu'une partie de la gare, puisque... Ah, si vous me coupez, ça va être compliqué. Mais l'autre partie est bien entendu réalisée par SCV Domaine Skiable, notre délégataire qui porte la partie remplacement de l'appareil. Mais tout ça est dans la même gare. Ce qui veut dire que la commune sera propriétaire de cette partie-là. Exactement. C'est ça. Merci, je vais mettre la délibération qui attribue le FSST aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et donc, 2 abstentions? Très bien, Madame Dardenne. Et la dernière délibération, cette fois-ci, nous amène à vous proposer de modifier le règlement intérieur de l'aire d'accueil saisonnière. Les modifications sont les suivantes, c'est assez simple toutefois. Vous savez que, aux grandes dames de tout le monde, et à la sueur du front de Monsieur Caponi, on a mené de nombreux travaux successifs dans l'aire d'accueil. Les derniers, ils sont en cours de finalisation, nous amènent à créer des blocs sanitaires qui sont fonctionnels en hiver, qui sont chauffés et qui nous permettent donc
de faire fonctionner de manière, cette fois-ci, saine et sereine, l'aire d'accueil pour les saisonniers en hiver. Donc on vous propose de modifier le règlement intérieur pour que cette fois-ci, le fonctionnement soit tout à fait clair. Du 2 mai au 3 septembre, l'aire d'accueil est dédiée aux gens du voyage. Ensuite, elle ferme, elle rouvre le 1er novembre jusqu'au 30 avril. Elle est dédiée à 100% aux saisonniers avec des capacités d'hivernage qui sont en bonne condition. Elle referme et elle rouvre le 2 mai pour les gens du voyage. C'est donc grâce aux travaux qui ont été réalisés et qui seront terminés dans quelques jours, je crois qu'on pose les fenêtres dans les jours qui viennent. Ce sera donc plus une aire seulement de gens du voyage, mais une aire d'accueil saisonnière. Je pense que c'était une nécessité pour l'ensemble des saisonniers qui voulaient y séjourner. Moi je m'en félicite, et puis je m'en félicite surtout parce que c'était un problème qui devenait un ordre public, un problème d'ordre public à Briançon, avec, vous le savez, vous vous en souvenez, l'ensemble de ce qui est en train de devenir un mur d'escalade pour les Jeux Olympiques et un terrain de rugby qui était totalement squatté par des personnes qui vivaient en camion. On a maintenant un site à leur proposer. Ce site, il est réglementé, il est aux normes d'hygiène, chacun paye ses fluides et on n'a plus de camping sauvage partout dans la ville de Briançon. C'était un souhait qui est très fort, et je crois que là-dessus, en moins de 2 ans et demi, on aura eu une franche réussite, et je pense que ça mérite d'être dit. En tout cas, moi j'en suis très heureux en tant que maire de Briançon. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions, monsieur Fine? Non, pas de questions. Cette délibération a été rajoutée dans l'après-midi, et sachez que la commune de Villars-Saint-Pancras vote favorablement à ce qu'on inscrive cette délibération à l'ordre du jour. Oui, j'en suis désolé. Mais après tout, je vous ai pas demandé, donc étant donné qu'il revient à mes prérogatives de pouvoir modifier l'ordre du jour, non, mais tout simplement c'est une question de timing qui nous amène, vous le savez, à rajouter parfois des délibérations. Mais en l'occurrence, nous avons eu, pas plus tard que ce vendredi à 17h, une réunion avec la sous-préfète et les forces de gendarmerie qui nous ont permis d'arriver à ce résultat-là, et donc on a décidé de ne pas attendre et de vous proposer de délibérer très simplement. Je mets cette délibération en voie, mesdames et messieurs. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci, elle est adoptée. Et je passe la parole à Marine Michel qui souhaiterait conclure ce conseil communautaire. Alors, je n'aurais pas la prétention de conclure ce conseil communautaire, mais juste revenir à la délibération précédente. Madame Dardenne, vous êtes abstenue. Est-ce qu'on peut avoir les raisons de votre abstention? Le fonds de solidarité oui, je m'interroge sur les critères de l'attribution de ce fonds voilà. Donc, il y a un règlement. Je m'interroge. C'est-à-dire, non mais allez-y, parce que là, pour le coup, ça peut prêter à confusion, donc précisez vos propos, s'il vous plaît. C'est le projet du Potias qui vous convient pas, ou les critères vous semblent obscurs? Les critères me semblent obscurs, effectivement. C'est-à-dire que là, vous m'accusez de copinage, en fait, c'est ça? Non, vous faites des raccourcis, comme disait mon ami monsieur Léon Gabriel, que vous faites des raccourcis qui vous arrangent. Donc, non, mais le règlement qui a été voté à l'unanimité, qui définit... On va vérifier. Et je crois bien, Madame Dardenne, que le règlement d'attribution du FSST, vous l'avez voté, donc il va falloir peut-être que vous arrêtiez aussi de voter des choses et de faire l'inverse 2 fois après. Bon, enfin, on a l'habitude à la ville, puisque vous n'avez pas voulu voter l'augmentation du salaire des agents de la ville, donc on a maintenant l'habitude de vos errements, mais c'est pas grave. En tout cas, on aura compris que vous êtes contre le fait que la communauté de communes aide les communes membres, et que vous êtes contre les remontées mécaniques, le pontillas et les aménagements qui font vivre la moitié de la population de la vallée. Au moins, ça aura le mérite d'être dit et d'être voté. ça, c'est vos propos, ça, monsieur le maire. Ah ben non, c'est l'analyse de votre vote. Mais Michel a eu raison de vous les faire préciser. Ah mais oui, je les assume, madame, figurez-vous. Quand on vote, on est dans un... Bon, il se trouve qu'on est dans une assemblée, donc ce sont des choses sérieuses. Quand on vote contre, en l'occurrence, on prend des décisions impactantes. J'ai voté contre, et vous le savez très bien. Ah bon, ça c'est... Bon, enfin, allez, dont acte. Sur ces bonnes paroles, mais qui auront le mérite, Madame Michel, vous avez raison de clarifier les positions des uns et des autres. Moi, je suis très heureux, en tout cas, qu'on ait attribué le FSST à toutes les communes, à commencer par la salle Les Alpes, dont je salue le dynamisme du maire et le volontarisme de faire aboutir les projets. Mesdames et messieurs, la séance est levée.